Lorsque l'on est un auteur, et que l'on veut faire en sorte que l'esthétique prenne le pas sur le dramatique, on se risque à un sacré problème. Faire en sorte que le spectateur n'arrive tout simplement pas à rentrer dans une histoire parce que le visuel ne lui parle pas assez. Le cinéma visuel est un art complexe au sein du 7e art, car beaucoup d'auteurs décident parfois presque uniquement de reposer la construction et le développement d'une œuvre sur cette idée que par le biais de son graphisme, de son esthétique, un long métrage peut être parlant pour tous, certains allant jusqu'à faire de leur long métrage des expériences allant uniquement dans cette direction sans rien exploiter de plus. Et cela, tous les pays ont eu le droit. Et pas uniquement les cinémas pouvant se permettre cette idée, car à partir du moment où l'on développe un plan de cinéma qui est supposé parler de lui-même, on veut faire de l'esthétique le seul langage de compréhension du 7e art. Et cela, on le voit souvent d'ailleurs dans le cinéma d'auteur, et de moins en moins dans le cinéma grand public, qui cherche à expliquer le plus possible, traduisant une envie de la part de beaucoup de metteurs en scène inventifs de se servir de l'image plus que de la narration d'une œuvre. Et au cœur d'un cinéma extrêmement explicatif, le cinéaste ici présent fait un peu office d'une anomalie complètement déjantée au sein de la production hollywoodienne actuelle. Un cinéaste qui à la base est un graphiste et un designer 3D de renom aux États-Unis, un homme donc du numérique et d'une certaine forme de logique dans la manière de créer une imagerie, car ce qui doit apparaître sur son ordinateur doit être solide, doit être cohérent et doit surtout respecter des règles. Un réalisateur qui cherchera donc à appliquer cela au cœur du cinéma, avec aujourd'hui à son actif 3 longs métrages radicalement différents dans leur fond et dans leur forme, mais qui cherchent pourtant tous les 3 à explorer une conception du voyage visuel et cinématographique que se doit de vivre le spectateur face à une toile. Joseph Kosinski est un graphiste avant d'être un cinéaste, est un modélisateur et un concepteur avant d'être un créateur, mais en ce sens, c'est là, selon moi, qu'il trouve l'essence même de son art, et qu'il a su donner à des œuvres qui auraient dû sonner comme de véritables objets de marketing une âme surprenante et presque émouvante par le biais d'une imagerie détonnante dans son genre. Et cela, son premier long métrage en est une preuve magnifique au sein d'une firme qui a tendance à mettre les auteurs un peu de côté. Un premier film qui se voulait être une suite spirituelle à la base, avant de le devenir concrètement d'un échec commercial qui a su devenir culte du cinéma de science-fiction, dans une époque lointaine où clairement lorsqu'un échec prenait place, cela pouvait enterrer un auteur. Et Kosinski décida donc de redonner vie à un personnage culte, à une œuvre culte et à une imagerie culte, le temps d'un voyage au cœur d'un système d'exploitation. Tron l'héritage est un film qui m'a toujours surpris. Même lors de mon premier visionnage en salle où franchement, je me suis surpris à me demander si Disney avait réellement supervisé le projet tant le film me semblait mature et assez sombre dans son genre. Attention, j'ai bien dit dans son genre, c'est important de le repréciser, car le film reste tout de même très simple et classique dans sa catégorie. Mais l'imagerie que Joseph Kosinski lui apporte donne tout ce qu'il faut à ce film pour sonner comme une œuvre étonnante, enivrante, belle, bref, comme un voyage onirique où la symétrie devient quelque chose de fascinant et où le travail du graphisme de l'auteur américain sonne comme d'une logique implacable. C'est tout simplement beau, et c'est assez rare même d'ailleurs, et en plus de ça, Daft Punk apporte une petite touche en plus qui fait du bien à tout le métrage. En seulement 3 films, selon moi, le cinéaste américain a su imposer un style, une manière de concevoir un cinéma qui ne doit plus simplement résonner comme l'enchaînement d'une histoire sommaire, car on peut le dire, la plupart des scénarios que met en scène le réalisateur sonnent comme très sommaires, comme très classiques, comme très convenus et n'apportant généralement que peu de surprises au spectateur. Mais derrière cela, ou plutôt devant, se cache une frontière graphique que le metteur en scène greffe à ses longs métrages, ce qui leur permet d'avoir un surplus de puissance et surtout quelque chose qui les porte, qui les emporte même dans une direction quasi fantasmagorique où l'esthétique devient la base même d'un voyage sensoriel et visuel que rarement on a eu l'occasion de voir dans le cinéma mainstream américain. Et dans son genre, Joseph Kosinski apporte un petit quelque chose qui domine son cinéma et qui me passionne sans que pour autant j'ai la sensation, que certains le disent, que ce soit un faiseur, malgré ses sujets, somme toute convenus. Et cela, j'en ai eu la confirmation devant son deuxième long métrage, qui était une œuvre qui lui était très personnelle parce qu'il avait conçu tout le projet à la base. Adapté d'un roman graphique qu'il avait conçu avec un proche, mais qu'il avait déjà en tête au moment de la conception de porter à l'écran, une œuvre qui clairement, encore aujourd'hui, divise un peu vu son contexte de production assez chaotique et surtout vu l'envie de la part de Kosinski de respecter son matériau de base pour une œuvre explorant un monde post-apocalyptique où l'humanité est sur le point de quitter la Terre à jamais. Oblivion est un film qui me fascine, car chaque image résonne comme la conception et le design parfait d'un graphiste rigide et maniaque qui aurait fait en sorte que rien ne dépasse de son cadre, ce qui clairement peut résonner comme difficile à regarder si l'on est un peu effrayé par ce genre de choses.
mais qui reste pour autant une expérience de cinéma imposante, qui m'a marqué dès le premier visionnage et qui reste encore aujourd'hui une sacrée surprise. Un film prenant, presque envoûtant par de nombreux aspects et dont l'esthétique et la générosité graphique me fascinent encore toujours autant. Et c'est cela que j'aime dans cette œuvre, sortant clairement de l'ordinaire, au cœur des productions post-apocalyptiques américaines, surtout durant cette période-là. Joseph Kosinski réussissant surtout à démontrer avec ce film qu'il a une maîtrise totale du système hollywoodien. Une maîtrise qui lui permettra de s'ouvrir toutes les portes possibles et imaginables dans sa carrière à partir de là, pouvant ainsi décider de la direction qu'il veut prendre par la suite, mais surtout lui apportant une notoriété évidente et un statut d'esthète au cœur d'une production où finalement il résonne un peu comme une anomalie. Là où la plupart des auteurs veulent absolument faire de la caméra à l'épaule, son style très symétrique et léché résonne comme surprenant. C'est en cela que je trouve son travail assez juste et surtout complètement hors du temps. Dans une production, cherchant de plus en plus à amener absolument à l'œil du spectateur une énergie qui se doit de traduire un mouvement de la caméra effréné et parfois rude. On a cet auteur, sortant presque de nulle part, prenant la tête de super productions et amenant une esthétique maniérée et totalement dominée par une envie de perfection qui sonne comme un besoin nécessaire mais pas forcément évident, et qui franchement fait du bien au cœur d'une production où tout doit aller trop vite et où Joseph Kosinski prend son temps. C'est cela que j'aime chez l'auteur américain et c'est cela qui fait surtout de son troisième long métrage une vraie envie de sa part de renouveler son style. Ne s'ancrant plus dans le genre de la SF mais cherchant à aller dans une autre direction, le cinéaste décida donc de s'attaquer à une histoire vraie bien américaine, pour voir s'il pourrait encore une fois se permettre d'apposer une esthétique léchée à une œuvre où le sujet ne se prêterait peut-être pas forcément autant à cette idée. Et pourtant, Kosinski a cherché à le faire en nous racontant l'histoire de cette escouade de pompiers au cœur d'un grave accident survenu en 2013. Line of Fire est une œuvre étonnante de la part du metteur en scène américain, mais qui résonne comme une envie de sa part d'explorer de nouvelles possibilités d'esthétique, et surtout d'explorer d'autres sujets, donnant lieu à un métrage très américain dans son esprit, très classique dans son fond, mais où son travail du visuel, son côté immersif par l'esthétique de l'imagerie qu'il met en place, la générosité avec laquelle il nous plonge au cœur de ses hommes, tout cela donne lieu à une œuvre étonnante, entraînante, émouvante même par certains aspects. Et personnellement, même si je vois les défauts assez convenus d'une œuvre ne cherchant jamais à être forcément originale dans sa construction, on ressent une envie de nous faire ressentir les doutes et les peurs de ces hommes, et franchement, ça marche à fond. C'est ce qui, je pense, l'a poussé à retourner dans les bras de son acteur de Oblivion. Pour redonner encore une fois vie à un film culte reposant depuis plus de 30 ans dans les cartons de la Paramount et que le metteur en scène a souhaité ressortir pour une suite que franchement personnellement je ne pensais jamais voir, mais qui ainsi débarque en salle comme une forme de messie de l'action dans une époque encore et toujours trouble. Indéniablement, ce retour de Maverick et de Iceman sonne comme celui de trop d'une forme de nostalgie devant pousser les spectateurs dans un extrême où, honnêtement, ils pourraient décider d'en avoir ras-le-bol. Mais entre les mains de Joseph Kosinski, j'ai tout de même envie de voir ce que pourrait donner un tel projet, pouvant clairement sonner comme une épreuve de force et de forme pour le réalisateur américain, mais pouvant également donner lieu à un métrage surprenant, comme souvent chez l'auteur, esthétique, comme toujours chez le graphiste, et certainement efficace, comme cela a constamment été l'optique d'un metteur en scène totalement hors des cases d'un Hollywood, qu'il semble réussir à mettre à ses pieds. Joseph Kosinski est littéralement une anomalie qui, au sein d'une production assez archaïque, a su s'imposer totalement en très peu de temps.